Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour notre rendez-vous annuel sur le Reporting Corporate où on va vous partager notre regard sur les tendances et sur les évolutions du reporting corporate en 2023. Nous sommes en direct des studios Victoire et donc nous partageons ce moment avec des spectateurs qui sont en live et en présentiel. Donc bienvenue à tous. J'ai eu le plaisir de présenter et j'ai eu le plaisir de préparer cet atelier avec Isadora Cristofari qui est Bonjour. stratégiste, Bonjour à tous. avec Victoire Quemin qui est planeuse stratégique Bonjour. et avec Emma Marchal qui est consultante. Bonjour à tous. Euh, pour rappel, et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore très bien, l'agence EPOCA, c'est la première agence corporate RH et B2B de France, avec un peu plus de 200 collaborateurs qui accompagnent environ 350 clients sur des dispositifs corporate RH et B2B. Cette année, pour tout de suite rentrer dans le sujet qui nous réunit aujourd'hui, on a continué, comme on le fait traditionnellement, à analyser l'intégralité des dispositifs de reporting corporate du SBF 120, mais on a été chercher aussi des acteurs en dehors du SBF, justement, de ce panel, et également, et c'est la nouveauté de cette année, des leaders et des multinationales internationales pour pouvoir justement aller à la recherche de toutes les tendances qui peuvent être inspirantes pour cet exercice. Donc on a fait une analyse assez étendue. Un peu plus de 250 documents ont été scrutés par les équipes en prenant dans notre étude vraiment toute la diversité des documents qu'on peut observer aujourd'hui, depuis le DUE jusqu'au rapport d'impact, en passant par toutes les typologies de rapports RSE. On y reviendra. Et on a bien sûr également analysé tous les dispositifs print et tous les dispositifs associés à ce panel, ce qui nous fait une analyse, pour le coup, assez conséquente à vous partager dans un format à peu près d'une heure. Voilà en images quelques exemples et quelques illustrations de tout ce qu'on va passer en revue autour de grandes tendances pour organiser un peu la réflexion. Particularité de cette année également, et c'est Victoire qui va commencer cette partie-là, on s'est dit que c'était intéressant de faire un petit focus sur l'évolution réglementaire qui se présente aux grandes entreprises en lien avec la directive CSRD, puisqu'en fait, on voit que même si elle n'est pas encore en application, elle a déjà commencé à mettre en place des choses. En tout cas, ça se lit en termes d'évolution du reporting de cette année dans certains dispositifs. Et puis surtout, en fait, au-delà des organisations qui vont être soumises à cette obligation réglementaire, on voit finalement que globalement, ça crée des orientations pour l'ensemble des acteurs qui font du reporting. Donc c'est intéressant. Et surtout, ça va être une réglementation qui va s'appliquer dans 2 ans, mais qu'il va falloir vraiment commencer à intégrer dès l'année prochaine. Donc on trouve intéressant de vous partager quelques éléments de réflexion sur ce sujet. Absolument, c'est vrai que là, quand on a fait cette étude, on a commencé à remarquer que c'était une année vraiment charnière avec cette arrivée de la directive CSRD. CSRD, plus spécifiquement, c'est donc pour Corporate Sustainability Reporting Directive. Cette directive, elle a donc été publiée le 16 décembre 2022 par la Commission européenne et elle a pour vocation en fait à remplacer l'actuel DPEF en matière de reporting de durabilité des entreprises. Elle n'est pas arrivée, je reclique, hop, elle n'est pas arrivée comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est du coup une arrivée qui est dans le contexte plus global de régulation en matière de durabilité européenne. Donc on se rappelle de l'accord de Paris en marge de la COP21 en 2015, mais aussi du pacte vert pour l'Europe. L'objectif de toute cette régulation étant, à terme en 2050, d'être le premier continent neutre en carbone. Mais avant ça, il y a un autre objectif qui est de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et ce sont donc 2 objectifs très ambitieux qui nécessitaient donc d'avoir une régulation à la fois beaucoup plus largement appliquée, avec beaucoup plus d'entreprises soumises à des normes,
et à la fois des normes qui deviennent finalement un langage commun afin que les entreprises puissent aussi notamment se comparer entre elles. Donc voilà, on reviendra un peu plus en détail sur les deux aspects majeurs de pourquoi cette CSRD et pourquoi cette directive. Ce qu'on voit aussi cette année, c'est qu'elle commence à poser quand même de nombreux défis pour les entreprises parce que forcément, c'est plus de normes à intégrer, c'est de la recherche de données exigeante à faire. Et c'est aussi un défi en termes d'organisation et de gouvernance, puisqu'il faudra voir qui se chargeront dans les équipes de s'occuper d'aller chercher ces données et produire ces rapports. Et on le voit par exemple dans le rapport de Bouygues ou encore d'Engie, que dès cette année, dès les rapports intégrés, ils en parlent comme le prochain défi en termes de RSE à intégrer dans leurs entreprises et leurs organisations. Donc en fait, on se rend compte que puisque forcément il y aura plus de normes, plus de régulation, cet exercice du rapport va passer plutôt d'un exercice de communication tel qu'il est aujourd'hui à un exercice beaucoup plus de transparence. Et donc, juste avant, il y a une vraie évolution dans le paradigme, puisque jusqu'alors, on avait 9% des entreprises qui mesuraient avec précision donc leurs émissions de CO2, 80% qui omettaient de mentionner certaines de leurs émissions internes, et 66% qui ne déclaraient aucune de leurs émissions externes. Et donc ça va vraiment être le gros changement avec la CSRD, puisque les entreprises seront majoritairement soumises à ce qu'on appelle la double matérialité. Jusqu'alors, donc, les entreprises étaient concernées par la matérialité financière, donc à savoir comment les environnements économiques, sociaux et environnementaux de l'extérieur impactaient leur performance à elles. Et là, on va arriver à la double matérialité, c'est-à-dire qu'on va avoir la logique également inverse, du coup inside out, comment les activités des entreprises impactent leur environnement naturel, économique et social. Et donc, on l'a vu, il y aura également beaucoup plus d'entreprises impactées par la CSRD. Si on regarde l'ensemble des critères à droite, il faudra donc en réunir au moins 2 pour être soumis à la directive, ce qui fait qu'entre le DPEF avant la CSRD et après la CSRD, on va passer d'environ 11 000 entreprises concernées à 50 000. Et donc, il y avait aussi une forme avec la DPEF de transparence un peu sélective, puisque jusqu'ici, les entreprises pouvaient aussi sélectionner les critères d'évaluation sur lesquels elles pouvaient se baser et aussi les endroits où elles pouvaient produire ces données et les mettre dans leur reporting. Avec la CSRD, ce sera donc, on l'a vu, beaucoup plus normé. Et l'idée est de tendre à une information de qualité à peu près égale à ce qu'il y a dans les reportings financiers. Pour autant, on reste aussi en veille sur tout ça, puisqu'on voit il y avait encore une actualité aujourd'hui que les lobbies se mêlent bien sûr du sujet, et puis des institutions concurrentes essayent aussi d'apporter leurs propres critères et leurs propres normes, ce qui fait que il faut potentiellement, les entreprises seront moins contraintes, ou en tout cas que ce à quoi on s'attendait au début de la régulation. Donc on reste en veille là-dessus. Pour autant, l'harmonisation qu'apporterait la CSRD pourrait en partie être utile à plusieurs parties prenantes, notamment les entreprises elles-mêmes, qui pourront se comparer de manière transparente avec la concurrence. Pour la partie analyste financier, investisseurs aussi, ça va les aider à finalement pouvoir évaluer de manière beaucoup plus transparente et directe les risques extra-financiers. Quant aux ONG, elles pourront aussi évaluer potentiellement la portée de leurs actions, et les politiques institutionnelles pourront valoriser les entreprises créatrices de valeur extra-financière dans leur pays et dans leur région. Et donc, pour nous, ça avait forcément des impacts sur la manière de se raconter pour les entreprises, et c'est des impacts qui commencent, on l'a vu, à se voir dans les reportings actuels. Ce qu'on se dit, c'est qu'il fallait évidemment trouver un bon équilibre, puisqu'on tend vers beaucoup plus de normes, entre une expertise technique et des rapports très durs, avec une forme de storytelling et de narration, garder le bon équilibre pour rester quand même accessible, puisque c'est un gage de crédibilité pour les entreprises. L'idée aussi de pouvoir capitaliser avec la CSRD sur de nouveaux grands axes de récit qui voient le jour, puisqu'on est soumis à ces normes, puisqu'on va les évaluer,
on va pouvoir raconter à quel point on est aussi porteur d'une nouvelle forme de mondialisation beaucoup plus verte, et certaines entreprises commencent déjà à en faire ce récit. Et puis, on regardera aussi la manière dont les dispositifs peuvent venir augmenter ces types de rapports beaucoup plus techniques. Donc, nouvelles exigences en matière de transparence avec cette directive. Donc, naturellement, on s'est questionné sur cette année pour voir si la transparence était aussi de mise dans les différents rapports qu'on avait pu auditer. Quelques chiffres à vous partager. Toujours, chaque année, on compare aussi un peu l'évolution d'une façon quantitative de l'exercice de reporting. Légère, donc, et là, les chiffres que je vous partage sont concentrés sur le SBF pour avoir toujours un périmètre équivalent à comparer. Globalement, il y a des petites variations, mais qui sont relativement légères sur cette slide, avec 42% des entreprises qui n'ont publié qu'un DE. 43% des entreprises qui ont publié un rapport intégré, et d'ailleurs 25% de ces rapports intégrés forment le chapitre 1 du document d'enregistrement universel, et 15% des entreprises ont publié un rapport d'activité spécifique. En revanche, une variation plus intéressante autour du rapport RSE, puisque là, en fait, on a une progression significative du nombre de la quantité sur le SBF 120 des rapports RSE, et notamment des rapports RSE en dehors de la déclaration de performance extra-financière, donc en plus de la DPEF. Et avec également des tendances assez intéressantes par rapport à l'augmentation des rapports thématiques. Rapport RSE, rapport dédié au climat, rapport dédié à la biodiversité, et puis aussi une nouveauté, presque 6% cette année, de rapports dédiés à des questions sociales et notamment à la question de la diversité. On s'est également intéressé, c'est toujours des questions qu'on nous pose à l'évolution du reporting d'un point de vue du dispositif digital. Est-ce qu'on doit faire un dispositif digital ou pas? Et d'ailleurs, en fait, ces dernières années, on avait vu quelque chose qui était plutôt en stagnation. Là, on assiste à une hausse à nouveau des dispositifs digitaux. Avec voilà, une ventilation qui est à peu près équivalente, presque pas tout à fait, mais un peu plus d'un tiers de sites dédiés, de landing page dédiés à cette information, et puis de flipbook, c'est-à-dire de print digitalisé avec une lecture optimisée digitale. On va bien sûr étudier et regarder tout un tas de dispositifs. On a essayé de faire des méga trends de l'exercice avec 3 mouvements. On a observé sur ces 250 dispositifs des rapports experts de plus en plus communicants et storytellés. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième, ce sont des rapports qui ont tendance à sanglo-saxoniser, pardon, en reprenant d'ailleurs plutôt les codes des rapports ESG jusqu'à la forme, avec beaucoup de dispositifs qui vont même qui sont même mis en page à l'italienne. Et puis des rapports d'activité qui sont cette année moins inspirationnels et plus utilitaires. On a d'ailleurs constaté qu'on était plutôt dans une logique cette année de dispositifs avec un objectif fonctionnel, centré sur l'information, et avec peut-être 2 grandes catégories, en effet, qui vont assez bien d'ailleurs dans cette tendance liée à la directive CSRD, de transparence pour crédibiliser le récit de l'entreprise, mais aussi d'efforts de pédagogie pour pouvoir justement expliquer et actualiser le modèle de l'entreprise auprès de ses différentes parties prenantes. Ça, c'est les grands constats. Et maintenant, on va rentrer dans les 6 grandes catégories qu'on a pu dégager en mettant tous les dispositifs sur la table. On s'est rendu compte, pour les organiser, qu'on pouvait peut-être les sélectionner, les trier autour de 6 questions qui étaient adressées à travers ces dispositifs. Les 6 questions, c'est d'ailleurs ce qui va structurer notre présentation. On a eu des questions sur comment finalement les rapports illustrent à quel point l'entreprise contribue au bien commun, comment l'entreprise décode le monde qui l'entoure,
comment elle rend son action lisible, comment elle crée de la valeur pour ses parties prenantes, comment elle fait la démonstration par les preuves de son engagement et de son impact. Et ce n'est pas du tout une tendance qu'on minimise parce qu'elle est en train de s'effacer dans l'écran, mais comment l'entreprise raconte sa performance. Si on commence donc du coup sur cette première question autour de la contribution au bien commun, en fait c'est vrai que le reporting corporate, le rapport annuel, c'est vraiment ce document dans lequel l'entreprise va raconter ce qu'elle fait, ce qu'elle amène au sens général du terme, et notamment comment elle fait vivre sa raison d'être. Dans les différents exemples qu'on vous montrera, il y a plusieurs approches qu'on a identifiées en macro. Il y a déjà évidemment pour ces entreprises qui ont formalisé leur raison d'être cette année, l'expliquer, la dévoiler tout simplement. Il y a aussi comment elles font le lien, les entreprises, entre toutes ces briques de discours corporate et comment elles racontent cette mise en œuvre de la stratégie. Et puis il y a évidemment les entreprises qui n'ont pas encore formalisé leur raison d'être mais qui en revanche font la pédagogie de leur contribution. La raison d'être, déjà, ça serait intéressant de revenir un petit peu sur quelques chiffres clés. Où est-ce que SBF 120 est sur cette question-là? Près de 60% des entreprises ont formulé une raison d'être et vous avez à l'écran la répartition entre raison d'être extra-statutaire, raison d'être en préambule des statuts ou raison d'être statutaire. Donc, la question de la raison d'être, c'est de savoir si elle est inscrite ou pas dans les statuts de l'entreprise qui, du coup, l'imposerait beaucoup plus en termes de données chiffrées à fournir chaque année. Et ce qui est intéressant, c'est finalement pas de se dire tant que l'esprit de la démarche finalement est embarqué par plus de la majorité de ces acteurs, mais surtout que est-ce que la raison d'être déclarative n'est finalement pas aussi engageante que la raison d'être statutaire, puisque quand on est dans une logique d'introduction en bourse, on est quand même dans une logique aussi de préservation de l'intégrité et de la réputation de l'entreprise. Donc, le purpose washing, qui est une expression un peu à la mode, finalement, ce n'est pas une option. Aujourd'hui, dire, c'est surtout prouver avec un certain nombre d'indicateurs, et c'est ce qu'on va voir. Si on commence tout de suite un peu avec les exemples qu'on a sélectionnés et qu'on trouvait intéressantes, CNP Assurance, donc CNP Assurance notamment a eu son année précédente marquée par 3 grands événements. D'abord son rapprochement avec la Banque Postale qui nécessairement en termes de business change un peu la donne. Et puis surtout, ça a été le lancement de sa raison d'être et la révélation un peu de sa grande ambition. Et finalement, ce qui est intéressant dans la manière dont il l'explique dans le rapport annuel, c'est qu'il le positionne vraiment comme un grand jalon, un jalon historique de l'entreprise. Alors c'est le dernier jalon, mais voilà, il y a clairement cette volonté de montrer que c'est un tournant historique et à côté de cela, de montrer aussi en termes d'engagement pour chacune de ces parties prenantes, qu'est-ce qu'elle signifie, qu'est-ce qu'elle veut dire. Un autre exemple, aussi dans une logique de révélation, c'est Technip Energies. Technip Energies, c'est une entreprise qui est apparue en 2021 de la scission de Technip FMC et qui finalement aussi, au moment où d'ailleurs elle a été créée, a annoncé qu'elle mettrait en place et qu'elle co-créerait, et c'est ce qu'elle a fait avec ses collaborateurs, une raison d'être, donc Breaking Boundaries Together to Engineer a Sustainable Future. Et en fait, sur cette double page, elle montre les 3 éléments de son ADN. Sa raison d'être, qu'elle explique, donc vous voyez mot à mot, elle donne la définition des grandes parties de sa raison d'être. Ses valeurs, c'est vraiment les principes d'action, comment on travaille chez Technip Energies. Et ses engagements ESG, donc c'est vraiment, en tout cas, ce qui compte réellement pour eux. Et donc ces 3 briques sont représentatifs de leur ADN. ICAD qu'on trouve assez intéressant parce qu'ils poussent le concept de raison d'être un poil plus loin, parce qu'en 2022, ils ont carrément mis en place ce qu'ils ont appelé le Conseil raison d'être, qui réunit à la fois des administrateurs, des membres du comité exécutif et aussi des personnalités externes. Et en fait, la présentation de ce nouveau conseil, c'est suite à l'instauration de 15 indicateurs de performance que vous pouvez voir sur la page de droite. Et en fait, la mission de ce conseil, ça va être bien évidemment de suivre la mise en œuvre de ces engagements et puis aussi de nourrir et d'éclairer, de conseiller en interne les différentes parties de l'entreprise pour justement s'assurer que ce qui est fait est pertinent par rapport à cela.
Côté Airbus, Airbus a carrément le concept de son rapport annuel cette année, donc Progressing with a Purpose, donc vraiment c'est comment on avance avec cette raison d'être, montre dans un premier dossier dont vous avez quelques exemples là, comment finalement, à travers des verbes d'action, innovate, explore, protect, vraiment comment la raison d'être est intégrée à chacune des éléments, à chacune des activités de l'entreprise. Et enfin, dernier exemple pour cela, c'est Société Générale. Donc Société Générale qui fait un rapport intégré et qui a lancé sa raison d'être en 2020. Là, en fait, on est presque dans de la raison d'être au business. Et c'est assez étonnant parce que finalement, dans cette double page introductive en début du rapport, on squeeze presque de la raison d'être, les engagements, missions, etc. C'est la raison d'être et on donne 3 exemples de business avec 3 exemples clients pour préciser justement, pour montrer comment les écosystèmes ouverts, la co-construction ensemble, c'est le cœur de cette raison d'être, puisque la volonté de Société Générale, c'est vraiment cette logique d'apporter des solutions financières et responsables avec tout son écosystème. La question qu'on s'est posée ensuite, c'était de voir comment les entreprises allaient décoder le monde qui les entourait. Et on va voir qu'il y a en fait 3 différentes manières de faire ça. Une première manière, c'est déjà de décoder le monde en l'abordant via les grandes tendances de société. Donc on a BIC qui va typiquement utiliser différents niveaux de tendances de société. Déjà, dès leur titre de rapport, joie et fiabilité, ils font référence à la joie. Et il y a une grande tendance en ce moment pour les consommateurs qui est de faire référence à la joy economy. C'est-à-dire en fait essayer de procurer aux consommateurs de la joie et des plaisirs pour finalement échapper de manière un petit peu fugace à l'instabilité du monde. Et le deuxième niveau de tendance abordé par BIC, c'est des niveaux de tendance plus par produit, donc pour leurs produits iconiques. Donc typiquement pour les BIC, ce sera quelles sont les nouvelles formes d'expression qui émergent dans la société. Pour les briquets, ce sera toutes les nouvelles occasions d'allumer la flamme et pas uniquement fumer des cigarettes. Et pour la troisième tendance, ce sera l'évolution des habitudes de rasage. Ensuite, on a Pernod Ricard qui est un peu dans la même lignée que BIC, va présenter pareil les grandes tendances de société qui vont pouvoir finalement impacter à la fois leur business et leurs expériences. Parmi elles, on a beaucoup parlé cette année de l'arrivée du Web 3 et de tout ce qui était intelligence artificielle, etc. Et donc, ils vont décrypter comment cela peut devenir une opportunité pour eux et pour leur business. Et puis, on a aussi Solvay qui, là, va montrer autour de 7 grandes tendances la manière dont ils vont très concrètement répondre par leurs offres à ces différents phénomènes de société. La deuxième manière de décoder le monde, c'est finalement de l'aborder par la gestion du risque. Donc ça, c'est pareil, on voit un peu poindre la CSRD là-dedans, puisque avant, la gestion du risque était plutôt présentée dans les DEU, et là, ça commence à apparaître de manière beaucoup plus précise dans les rapports intégrés. Et donc, typiquement, pour Safran, ils vont vraiment aller jusqu'à détailler leur culture de gestion du risque, montrer que ça fait totalement partie intégrante de la culture d'entreprise et que c'est présent à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Heineken va aborder le risque aussi, mais avec une approche un peu différente. Ce sera du risque par projection et par scénario. Donc ils vont aborder 3 scénarios de risque en fonction du risque climatique et évaluer les impacts que cela pourra avoir sur l'entreprise. Et puis on peut faire un pas de côté, mais toujours sur le risque avec Tesla. Donc là, l'idée, ne va pas être de présenter directement les risques et les impacts sur l'entreprise, mais plutôt d'essayer de démontrer comment collectivement on pourrait réduire ces risques et essayer d'aborder un futur beaucoup plus durable. On note aussi qu'ils ont fait un effort en termes d'identité visuelle, puisque là on le voit sur le schéma de l'extraction minière aujourd'hui et tel qu'il devrait être demain. Ils ont fait des efforts pour que ce soit beaucoup plus accessible et facilement compréhensible. Et puis, le troisième niveau pour décrypter le monde, c'est d'aller finalement un cran plus loin dans l'idée de la matérialité. Pareil, toujours dans cette idée de se rapprocher de ce que demande la CSRD, Danone va développer ses différents impacts en termes de matérialité et proposer des convictions
à chaque fois sur différentes thématiques, que sont le business durable, la santé, la planète et la protection des communautés. Et puis enfin, Edenred est le premier rapport qui va tenter de faire l'exercice de la double matérialité telle que ce sera demandé dans la CSRD, en parlant de matérialité financière et matérialité d'impact. Si on continue du coup sur notre troisième question qui était comment l'entreprise rend son action lisible, l'idée c'est vraiment de se dire finalement qu'aujourd'hui la pédagogie de la stratégie de l'entreprise, elle est très présente dans les rapports. On avait une tendance de modélisation et on se rend compte que certaines entreprises continuent malgré tout à proposer des formats plus narratifs et un peu moins théoriques et experts. Et en fait, qu'est-ce qu'elle va permettre, cette pédagogie de la stratégie? Elle va d'abord permettre de montrer comment elle s'ancre dans le terrain, dans la réalité. Donc c'est vraiment comment on passe d'une promesse au réel. Elle va permettre aussi de faire la jonction entre stratégie et engagement et offre. Donc ça nous permet vraiment de mieux comprendre la réflexion et comment ça mène à des propositions de solutions spécifiques. Ça va permettre aussi de raconter les synergies, les transversalités au sein de l'entreprise. Et puis aussi, ce qu'on a vu ces derniers temps, et c'est marrant parce que Victoire parlait de scénario pour le risque. En fait, la logique de scénario, elle est aussi dans la manière de raconter l'action qui se projette finalement à travers ces agir aujourd'hui pour mieux agir demain. Si on rentre un peu dans nos exemples, on a d'abord Aéroport de Paris qui, dans son rapport intégré, présente sa nouvelle feuille de route stratégique 2025 Pioneers et qui, en fait, au-delà de donner les 3 grands piliers, va les détailler et pour chaque proposer 20 engagements clés et chaque engagement se rapporter par des indicateurs précis et par la liste des entités concernées. Donc on a sur le numéro 1 et l'indicateur et quel aéroport précisément devra le mettre en place. À la suite de cette double page, on a également en fait des actions concrètes déjà mises en place qui permettent de raconter de manière plus ancrée dans le terrain ce qui est déjà fait. Bureau Veritas, c'est intéressant parce qu'en fait, ils mettent en perspective une nouvelle offre de service alignée par rapport aux besoins de leurs clients. C'est-à-dire qu'en turquoise, vous avez ce qu'ils appellent le portefeuille historique, toujours sur 5 grandes thématiques, que ce soit ressources et production, bâtiments et infrastructures. Et en vert clair, en bas de la page, vous avez ce qu'ils appellent la ligne verte Bureau Veritas. Et c'est vraiment finalement comment ils présentent l'évolution de leur offre pour s'aligner sur des tendances de marché et répondre aux enjeux de durabilité des clients qu'ils accompagnent. Chez AXA, ce qu'on aime, c'est que en fait, il y a à la fois, il y a une double, ça répond à 2 questions. Ça répond à la question de la place des parties prenantes et vous le verrez tout à l'heure parce qu'en fait, les personnes que vous voyez, ce ne sont que des collaborateurs AXA qui témoignent. Et c'est surtout, c'est intéressant, ça nous montre les synergies dans l'entreprise autour d'une même thématique. Effet protection, c'est la thématique globale du rapport. En fait, le rapport intégré est structuré autour des 4 métiers d'AXA. Dommages, santé, vie épargne retraite et gestion d'actifs. Et en fait, pour chaque, vous avez une double interview plutôt stratégique en introduction. Et ensuite, vous avez l'explication des actions portées par nos collaborateurs dans la logique un peu de temporalité. On a d'abord un point de vue de l'expert, puis on rentre sur le terrain. Comment potentiellement ces actions, elles se font chez AXA en interne et on finit par une proposition d'action à venir et pour réfléchir à ce qui sera fait demain. Toujours dans cette logique de projection, Schneider est dans une logique vraiment d'inscrire ses activités dans 2 grandes tendances, le tout numérique et le tout électrique. Et la manière dont il le présente, c'est qu'en fait, on aura un monde viable en 2050 par cette approche-là. D'ailleurs, vous avez dans la page du milieu le petit schéma qui raconte cela. Et en fait, il y a 6 pages qui vont valoriser les activités à l'aune de cette approche projective de 2050, les industries de demain, les bâtiments de demain, les habitations de demain, etc., etc. Donc vous avez les actions qui sont mises en place dès aujourd'hui, explications, chiffres clés, mais toujours pour montrer qu'elles participeront aux engagements de l'entreprise dans cette idée de avenir zéro émission en 2050.
Et enfin, dernier exemple, alors qui sort un peu du SBF 120, c'est Fondation de France qu'on a trouvé assez intéressant parce que finalement, la Fondation proposait de raconter ses actions non pas autour de thématiques, j'ai envie de dire, sectorielles, mais plutôt autour de thématiques qui sont ses principes d'action. C'est-à-dire qu'on va plutôt être dans une logique de raconter la philosophie, la manière dont on agit. Et on va avoir 4 grandes thématiques clés qui vont être finalement le fait que Fondation de France agisse sur toutes les causes, agisse à la racine, agisse dans la durée et agit ensemble. Donc voilà, c'est une manière un peu différente et on trouvait ça assez intéressant de montrer comment finalement ces principes d'action lui permettaient de répondre à son ambition de construire un monde plus apaisé, solidaire et durable. Si on continue dans nos approches, il y a donc la question des parties prenantes. Donc je spoilais un peu en présentant AXA, mais l'idée c'est que finalement, comment les parties prenantes, qu'elles soient internes et externes à l'entreprise, restent au cœur des reportings. Elles le sont, mais en fait, par rapport à l'année dernière, l'incarnation est beaucoup moins prégnante. On note toujours cependant 3 approches dans le récit de la relation de l'entreprise à ses parties prenantes. Une approche très descriptive, où finalement l'entreprise montre qu'elle écoute les attentes des parties prenantes et qu'elle les intègre à sa stratégie. Une approche plus normative, où là, la partie prenante est vraiment bénéficiaire et donc l'entreprise fait la démonstration de ce qu'elle apporte. Et ensuite, l'approche instrumentale, où là, la partie prenante est partenaire. Et donc, on montre comment finalement c'est ensemble que l'entreprise, c'est grâce à ce lien que l'entreprise peut réaliser son projet. Le premier exemple qu'on a trouvé assez intéressant, c'est Capgemini. Capgemini qui déjà l'année dernière donnait beaucoup la parole à ses parties prenantes. Et cette année, en fait, il va, à travers 3 grands témoignages, raconter comment finalement la qualité de sa relation partenariale amène la création de valeur. Et on va avoir 3 focus projets qui sont portés par, comme ce monsieur que vous voyez à l'écran, qui sont vraiment portés par le client, qui va témoigner à travers une interview. Il raconte le contexte, les enjeux du projet, sa relation avec Capgemini et la valeur apportée. Chez Air Liquide, c'est un petit peu différent. Air Liquide a fait un rapport autour du concept de avancer. Et le dernier chapitre, qui s'appelle Avancer avec vous, est vraiment en fait, j'ai envie de dire, 5 grandes interviews, 5 portraits / persona même de parties prenantes, où vous avez le collaborateur, le client, le patient, la communauté et l'actionnaire. Et donc, en fait, on a vraiment cet échange qui présente finalement comment, en avançant avec ces parties prenantes, Air Liquide bâtit cet avenir durable. Saint-Gobain, c'est encore une autre approche et en fait, elle est assez intéressante parce qu'elle est dans cette logique de contribution collégiale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce grand enjeu, cette grande ambition, le monde décarboné. Et Saint-Gobain explique qu'en fait, son approche est délibérément collective. Pour lui, c'est la coopération de toutes les parties prenantes avec l'entreprise qui permettra d'atteindre cet objectif. Et en fait, dans la présentation schéma que vous avez à l'écran, Saint-Gobain finalement définit l'enjeu de sa partie prenante, les investisseurs par exemple, et en réponse, en miroir, montre ce qu'il fait déjà pour justement participer à aider sa partie prenante sur son sujet. Autre exemple assez intéressant, c'est Nike. Nike, évidemment, on sort de la France, mais comme on l'avait dit, on mettait quelques exemples internationaux. Nike va utiliser 3 égéries comme des people ambassadors. En fait, l'idée, c'est pas de montrer que voilà, ils collaborent avec, j'ai envie de dire, des stars du sport, mais montrer comment plutôt ils accompagnent ces sportifs dans leurs convictions et notamment comment ils les accompagnent par des actions de transformation. Et donc, on a 3 athlètes, Serena Williams, que vous connaissez, j'imagine, Megan Rapinoe, qui est une footballeuse, et Bebe Vio, qui est une escrimeuse. Et chacune, en fait, a une conviction et raconte, à travers un dossier dédié, comment, finalement, Nike va les aider à concevoir des produits sportifs pour tous les profils ou donner leur juste place aux femmes dans le sport ou encore l'accès au sport malgré le handicap. Veralia, dans son rapport RSE, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il l'ancre vraiment dans le réel en donnant la parole à ses collaborateurs qui sont
vraiment ces ambassadeurs de sa politique de développement durable, et notamment autour d'un motto qui est tous engagés. Et en fait, on a toute la hiérarchie qui prend la parole dans ce rapport RSE, des top managers qui vont plutôt introduire un pilier en expliquant les actions et les convictions de l'entreprise, et des exemples de témoignages de collaborateurs, d'actions qu'ils ont mis en place autour de cette thématique. Et pour finir, on voulait faire un petit focus sur une partie prenante spécifique qui est l'actionnaire. Parce que jusqu'à présent, l'actionnaire, c'est vrai que, je ne disais pas qu'il était mis au second plan, mais en tout cas, il y avait une communication qui lui était dédiée, notamment les lettres aux actionnaires, etc. Et en fait, là, il réapparaît dans les rapports avec notamment la valorisation de la relation, c'est-à-dire, vous avez chez FDJ le dialogue construit sur la confiance, vous avez chez Bureau Veritas la transparence, et même Michelin qui va jusqu'à donner du sens finalement, parce que être actionnaire chez Michelin, c'est participer à une aventure humaine et responsable. Sur la question de l'engagement, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est que plus on se rend compte que les entreprises sont avancées dans leur mode de reporting, plus elles vont vouloir amener des preuves et surtout des gages de transparence à leur audience. Parce que leur audience, en effet, sont en attente de beaucoup plus d'informations, notamment par rapport à tout ce qu'on a pu voir autour du greenwashing, social washing, purpose washing, etc. Donc on va évidemment avoir recours aux référentiels. Et en fait, on se rend compte que les référentiels, les labels de certification, les notations, les protocoles de reporting, en fait, de plus en plus, on précise, mais de plus en plus, on complexifie. Et là, j'ai sélectionné 2 pages qui, pour le coup, sont assez light parce qu'il y en a qui sont encore plus denses, où on met, en fait, on juxtapose un peu, on empile tous ces éléments un peu d'identification de la performance RSE, et qu'on perd un peu aussi, malgré tout, le lecteur qui n'est pas expert, qui n'est pas spécialiste, et qui, entre, je pense, le GRI, le CDP, le MSCI ou EcoVadis, n'aura pas toujours les références pour comprendre à quoi on fait affaire. Ce qui est intéressant, c'est que le Climate Disclosure Standard Board a publié en 2020 une déclaration d'intention pour notamment travailler à la coordination et à plus de cohérence autour de ces différents labels, certifications, notations, protocoles de reporting et référentiels. Alors, comment l'entreprise donne des preuves de ses engagements? On a Arkema qui fait un rapport annuel et de performance durable. Donc Arkema raconte en fait vraiment son plan climat. Son plan climat, c'est maintenant le cœur de son business, le cœur de sa stratégie et donc le cœur de son rapport. Et en fait, il va montrer comment des engagements du plan climat sont mis en place et challenge toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Et là, on a une double page où en fait, on a la transparence totale sur la méthodologie d'évaluation des produits. Méthodologie d'évaluation des produits de la matière première à la gestion de fin de vie, avec un accompagnement par un auditeur externe. Donc, on a vraiment tous les gages, j'ai envie de dire, de légitimité et de preuves nécessaires. Sodexo qui est dans une approche un petit peu différente via son rapport intégré, moins on va dire dans la méthodologie, moins autour peut-être de la data, mais qui a conclu son rapport intégré par un grand chapitre qu'il a appelé Impact, et en fait qu'il va présenter à travers 4 grandes convictions. Donc là, vous avez, pour nous, le progrès doit être inclusif et équitable. Donc exposition de la conviction, une petite dizaine en effet d'actions, et en face un impact chiffré pour justement montrer comment croissance et responsabilité permettent une performance engagée. Engie, alors Engie, ce sont toujours et depuis déjà pas mal d'années des rapports extrêmement experts, très détaillés, très structurés, très nourris en informations. Et là, ils poussent encore le cran un petit peu plus loin cette année parce qu'au-delà de leur rapport intégré global, ils proposent 4 cahiers. 4 cahiers dédiés finalement aux différents piliers de leur politique environnementale, climat, biodiversité, gaz renouvelable et transition juste, et qui vont permettre finalement de vraiment repositionner pour chacune de ces thématiques et la stratégie et les risques et opportunités, les engagements, les actions, la manière dont c'est pris en compte par la gouvernance, parce qu'il y a des gouvernances dédiées sur ces thématiques,
et évidemment l'impact. Et on retrouve, comme vous le voyez à l'écran, à la fois des schémas, à la fois des indicateurs et même du storytelling et la prise de parole de collaborateurs. Vinci Concessions qui nous propose un Impact Book pour son rapport d'activité et qui va en fait la structurer autour de cinq grandes parties. For the planet, for people, safety, prosperity and innovation. Et en fait introduit chacun de ces grands chapitres par ce qu'il a appelé la trajectoire de progrès. Et en fait la trajectoire de progrès, c'est vraiment l'idée de montrer comment l'entreprise entre 2016 et 2022 a grandi, a avancé sur ses engagements concrètement avec de la data en fonction des différentes thématiques. Et le dernier point pour faire la preuve de son engagement finalement, c'est que l'entreprise, elle montre comment la gouvernance, donc c'est vraiment les personnes qui la dirigent, prennent en compte les points clés de justement ces grands engagements. En fait, ces derniers, je dirais 2-3 ans, il y avait, et ça continue cette année, il y avait notamment une présentation de la rémunération, la transparence sur la rémunération des dirigeants, et on montrait comment ils étaient objectivés par rapport aux objectifs climat notamment et environnementaux. Là, on va un cran plus loin, c'est-à-dire que pour faire la preuve que la gouvernance est efficace et pertinente, on fait le point sur leurs compétences, sur leur niveau. Grosso modo, on les note à peu près. On fait la démonstration et notamment chez Orange, c'est un consultant externe qui allait dire que les membres du comité d'administration, eh bien, ils avaient un certain niveau en expertise stratégique, un certain niveau en expertise fonctionnelle, un certain niveau à l'international, etc., etc. Chez Edenred, vous avez la même chose. Et j'aime bien, moi, c'est la petite parenthèse où il précise que, évidemment, c'est hors président-directeur général. Et enfin, chez Bouygues, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, ils sont aussi assez transparents sur le fait que leur gouvernance elle est dans une démarche de progression. Et là, on nous explique que le CA de Bouygues, ils ont eu une formation de plusieurs semaines pour justement développer leur expertise en termes de RSE et qu'ils ont été accompagnés par des gens qui font débat, Jean-Marc Jancovici ou encore Laurent Babiquian, qui est le président de Climate Disclosure Project. Une autre question qu'on s'est posée, c'est comment l'entreprise raconte sa performance. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a une vraie différence entre ce qu'on avait pu voir l'année dernière et ce qui arrive du coup cette année. Puisque l'année dernière, on avait vraiment le récit de la performance financière qui était vraiment au cœur de la plupart des rapports. Et là, cette année, et on voit encore poindre là la CSRD, on tend vers un beaucoup plus de rééquilibre entre performance financière et performance extra-financière. On le voit par exemple avec le rapport de L'Oréal qui a d'un côté montré son excellence et performance financière et également son exemplarité en termes de RSE. Donc c'est vraiment la colonne vertébrale du rapport qui se base sur ces deux types de performances-là et qui se répondent. Chez Veolia, là aussi c'est intéressant, c'est qu'ils sont allés jusqu'à marketer finalement les différents niveaux de performance en parlant de performance plurielle. Et ils précisent bien que cette notion de performance plurielle fait désormais partie du cœur de l'organisation et de la manière dont ils se structurent. Chez Legrand, ensuite, la performance est présentée du coup avec des indicateurs qui seront à la fois présentés en termes de valeur absolue et en termes de perspective pour l'année 2024. Et enfin, BIC va faire aussi des allers-retours entre des indicateurs de performance financière classiques et des indicateurs de performance RSE concernant notamment les accidents de travail et leur taux d'emballage plastique. Après ces 6 grandes tendances, on a décidé de faire, pour conclure d'ailleurs, quelques focus qui étaient hors réponse à ces questions, mais qui nous paraissaient intéressants à aborder. Et d'abord avec Emma, un point sur la création graphique et artistique. Voilà, focus sur la création graphique et artistique, puisqu'à l'heure de la complexification du reporting corporate, l'entreprise met en valeur non seulement la lisibilité de son action, mais également de son identité par le visuel. Le premier exemple qu'on a décidé de mettre en avant, c'est Capgemini, qui valorise le travail de l'artiste Emmanuel Moreau à travers ses œuvres à la fois structurées et flottantes,
qui finalement réussissent très bien à illustrer le cloud et la data qui sont au cœur de l'expertise de Capgemini et qui jouent avec des couleurs qui réussissent à nous évoquer un avenir positif. Au niveau de la structure, ces offres sont mises en avant à la fois sur la couverture, sur les ouvertures de parties et sur les présentations. Le deuxième exemple, sans surprise, c'est LVMH qui, dans sa ligne éditoriale classique, nous présente un rapport annuel qui est comme un beau livre avec une mise en page à la fois sobre et une iconographie très riche qui sert à mettre en avant toutes les expertises de la maison. Avec également des QR codes, petits détails non négligeables et interactifs qui permettent d'aller plus loin pour les lecteurs qui le désirent. L'acteur suivant, c'est Hermès, qui met en avant les œuvres de Tobias Gutmann, où sobriété et couleur, donc le bleu, le vert et l'orange, se mettent au service d'une mise en page mémorable pour ce cahier de 23 pages qui illustre les temps forts de l'entreprise. On voulait regarder aussi où on en était en matière d'éco-socio-conception. C'est évidemment une tendance et un focus qu'on aime particulièrement chez Epoca. C'est un sujet qui nous importe au plus haut point et content de constater qu'en fait le sujet émerge de plus en plus et qu'en fait de nombreux acteurs réfléchissent à comment réduire l'empreinte environnementale de leurs dispositifs. L'exemple le plus marquant reste toujours le dispositif de reporting de L'Oréal avec une approche très aboutie à la fois sur la réduction de l'empreinte environnementale de l'interface digitale. Et sur ce slide, on vous présente d'ailleurs les résultats analysés par un organisme tiers indépendant d'évaluation de l'empreinte digitale du dispositif, mais en fait qui croise cette obsession de réduction de l'empreinte carbone avec l'accessibilité des contenus, puisque L'Oréal est également accompagné pour rendre les contenus accessibles d'un point de vue d'accessibilité numérique. Une nouveauté cette année, c'est Orange qui a beaucoup investi ce champ-là également avec la mise en place d'indicateurs qui finalement rapprochent l'exercice de reporting éco-conçu, mais aussi la démarche stratégique de l'entreprise. Donc voilà, quelque chose vraiment d'intéressant à suivre d'un point de vue justement de la symétrie entre comment je me comporte en tant qu'entreprise et ce que je déploie en matière de reporting. Ce n'est pas une nouveauté, c'était déjà en fait une démarche qui était initiée chez Edenred avec un dispositif digital qui market l'éco-conception autour voilà, de signaux visibles, notamment comme le dark mode, pour pouvoir montrer justement qu'on peut s'inscrire dans un digital plus neutre d'un point de vue de l'environnement. Démarche qui pourrait être peut-être encore davantage poussée. Et toujours Eiffage également qui continue à poursuivre, c'est un exemple qu'on avait déjà partagé l'année dernière, une réflexion sur l'éco-conception print cette fois-ci, avec notamment très abouti jusqu'à la création, puisqu'en fait tout le design du dispositif est vraiment d'une grande sobriété pour réduire notamment l'empreinte de l'encre sur le papier. Focus sur les dispositifs d'activation, enfin, avec cette année, si l'année dernière, Twitter était la tendance et le canal privilégié par les entreprises pour mettre en avant leurs publications annuelles, c'est inversé pour aujourd'hui être en faveur de LinkedIn, qui est privilégié par les entreprises, avec 40,3% des entreprises du FBF 120 valorisant leur dispositif de reporting sur LinkedIn, dont 59% publient un post par type de reporting, 41% publient plus de 3 posts par type de reporting, et dans ces 41%, 22% font des campagnes dédiées, c'est-à-dire plus de 5 posts. Au niveau des exemples que nous avons choisi de mettre en avant, pour les annonces de sortie du rapport par poste unique, nous avons Renault qui structure son poste et la mise en avant de son rapport intégré par 4 piliers.
un carrousel avec des verbatims, des photos des parties prenantes accessibles dans le post et un ton très informatif. Valorec ensuite, avec beaucoup de hashtags autour des thématiques qu'on retrouve dans l'URD, une mise en avant de l'édito signé par le CEO et un message clé, la richesse d'informations des contenus et dans le support. Crédit Agricole ensuite, qui se positionne comme une entreprise qui apporte des réponses aux enjeux RSE, s'adressant aux cibles par des hashtags de la baseline et un court motion vidéo avec les différents chapitres et le lien vers le site. Donner la voix à la richesse du rapport, c'est ce qu'a choisi de faire Amundi avec plusieurs posts qui mettent en avant différentes thématiques et prises de parole, comme par exemple la prise de parole du CEO avec les macro-tendances qui influent sur l'activité de l'entreprise et qui donnent de la crédibilité au récit et au message. Veolia, ensuite, avec plusieurs posts au format diversifié, à la fois carrousel, photos et chiffres clés, une incarnation, encore une fois, avec la CEO et une mise à disposition de pages entières du reporting directement sur la plateforme. Valoriser le reporting autour des thématiques environnementales. C'est ce qu'on fait Unibail avec la réduction de ses émissions carbone, Plastic Omnium avec sa feuille de route de neutralité carbone, Engie, déjà évoqué, avec sa stratégie de net zéro carbone et Bureau Veritas avec sa stratégie de durabilité. Profiter des marronniers pour revaloriser le reporting, c'est une pratique qui consiste à utiliser différentes journées, comme par exemple Altarea qui profite de la journée de l'environnement pour remettre en avant son rapport climat, LVMH qui ressort son rapport RSE lors de la journée de la Terre, ou ST Microelectronics qui republie son rapport RSE lors de la journée de la biodiversité. Focus sur le dispositif effet protection d'AXA qui est très poussé et qui met en avant 3 éléments, à la fois une campagne LinkedIn de valorisation du rapport intégré avec la mise en avant des informations clés et des thématiques, une campagne Leader Advocacy et un webinaire live animé par la directrice de la communication de la marque et du développement durable du groupe en présence d'Antoine Gosset-Grainville, président du conseil d'administration d'AXA et des invités comme la directrice du groupe de la culture et de la diversité. Pardon. Enfin, le plan de Leader Advocacy de L'Oréal, où les membres du COMEX valorisent le nouveau rapport annuel et son approche d'éco-conception et font le zoom sur leurs spécialités comme Barbara Lavernos avec la recherche scientifique. Voilà, et en conclusion de cette étude, on s'est aussi amusé, enfin, ou en tout cas projeté dans un exercice un peu divinatoire pour l'année prochaine, dont on pourra discuter en se disant, en fait, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de creuser. On pourra regarder d'ailleurs l'année prochaine si ces perspectives se sont réalisées. En tout cas, nous, on a identifié quatre points qui nous paraissent des points d'attention. Le premier, on l'a beaucoup évoqué, on voit que la réglementation encourage tous les acteurs à uniformiser les codes du reporting. Donc ça, c'est super pour pouvoir comparer la donnée. On trouve, et ça c'est notre point de vue de communicant, mais aussi on se positionne à la place des audiences, qu'il ne faut vraiment pas négliger la dimension identitaire et le branding, le fait que le rapport annuel, il est là aussi pour porter les valeurs et l'ADN de l'entreprise. Et donc s'assurer qu'en fait, derrière cette exigence réglementaire, on n'oublie pas aussi de faire passer des messages qui sont vraiment propres aux activités que l'on représente. Ça, c'est notre première envie pour 2024. Isadora a fait une très intéressante présentation des différentes typologies de parties prenantes avec des façons de les mettre en scène de façon descriptive, normative. Et j'oublie le partenaire et voilà. Et en fait, nous, on trouve intéressant finalement d'aller peut-être un peu plus loin l'année prochaine avec davantage d'incarnation des parties prenantes et surtout en fait en croisant 2 dimensions, c'est-à-dire en montrant à quel point la partie prenante agissait
avec l'entreprise ou avec l'organisation et en lui faisant porter les messages. Et en fait, c'est vrai que souvent, on segmente ça. Il y a des rapports qui sont plutôt sur la partie prenante en action et d'autres qui sont plutôt sur la partie prenante qui fait le récit. Et en fait, voilà, on peut aller plus loin et ça sera intéressant parce que finalement, c'est beaucoup plus démonstratif de la réalité. Quand on regarde aussi tout le panel de cette année, on trouve qu'en fait, on n'a pas suffisamment creusé des formats éditoriaux qui sont finalement en phase avec les codes de lecture des audiences qu'on a adressées. On voit à quel point tous les médias et toutes les entreprises innovent pour pouvoir respecter, en tout cas gagner une forme de bataille de l'attention. Réfléchissons peut-être ensemble l'année prochaine à comment concevoir des formats qui vont justement participer à bien capter l'attention des différentes audiences. Et puis enfin, et ça c'est un peu un vœu, l'éco-conception, on a vu, et l'éco-socio-conception, c'est quelque chose, une tendance qui a tendance à grandir dans le reporting. On espère en tout cas que l'année prochaine, et notamment par rapport aux trajectoires que tout le monde se fixe d'un point de vue de la décarbonation, ce soit vraiment la norme. Voilà donc les grands éléments, les grands enseignements de cette étude qu'on voulait vous présenter. On espère que ce contenu vous a intéressé. Merci pour votre attention et à votre disposition pour poursuivre ces discussions.